Moi, j'imagine que ce qu'on va faire n'est pas tout à fait une conférence, mais c'est peut-être l'esprit d'ailleurs, je n'ai pas vu les autres, mais les autres présentations, c'est oui, on va parler de certains travaux, plutôt de l'intérieur. Enfin, je vois que j'ai affaire plutôt à des paysagistes, à des étudiants, et on va essayer de parler du comment, de comment est-ce qu'on fait ça. Mais surtout, je fais le choix de vous montrer des projets où effectivement Inessa Hantzsch intervient. On verra, on conclura plutôt, mais c'est quand même quelque chose de très important. C'est le fait que dans certains projets, on a besoin de regards croisés, qu'il y a différents points de vue, que je crois, je le dis un peu peut-être trop vite, mais on crée des situations, d'autres doivent jouer avec ces situations. Donc c'est ces regards croisés qu'on va principalement regarder. Alors l'exercice sera un peu peut-être compliqué, on parlera à tour de rôle parfois sur des projets, donc c'est vraiment cette idée de regard croisé sur des lieux. Bon, on y va, puis on verra bien. Alors au fond, on va commencer par ce petit projet de préfiguration sur l'île Seguin. Tout ça a déjà été publié, mais donc je ne vais pas tout raconter, mais certains aspects. Donc vous connaissez largement l'histoire des terrains Renault, et je trouve toujours intéressant de regarder cette image où vous avez, c'est presque un parcellaire agricole qui est devenu un parcellaire industriel. Et puis je regardais l'autre jour cette image et vous voyez que côté Seine, il y avait cette façade continue, régulière, derrière laquelle il y a cette espèce de champ de toiture. Alors sur l'île Seguin, il y avait évidemment un bâtiment avec son sol, sa fondation, et une des dernières images qu'on ait vues avant destruction totale, c'était ce socle tout à fait artificiel avec les anciennes fosses de presse. Il y avait des machines. Évidemment, on pouvait s'attendrir sur le bâtiment, mais encore plus sur le socle, sachant que cette île était un vague atterrissage d'alluvions, elle était surtout une construction de piliers de poutres gelés en arrière. Donc c'est après démolition du bâtiment, la présence du socle. Mais donc le premier projet, c'est il y a pas mal d'années, très franchement, enfin bon, je vais m'égarer, il faut que je me réveille. J'avais fait un projet avec Renzo Piano il y a plus de 20 ans, donc on a fait plusieurs, on est toujours en train de faire un projet avec Jean Nouvel, mais toujours est-il qu'on a fait un jardin de préfiguration, et c'est cette histoire-là dont on parle aujourd'hui seulement. Alors ce socle était fantastique, mais il fallait le démolir. Parce que, voilà, pour des raisons de stabilité, donc plus aucune trace. Et l'exercice qui nous avait été demandé, c'est avant qu'un projet urbain ne soit défini, pouvait-on définir au moins une règle du jeu pour les futurs espaces publics? Et ce qui avait été très intéressant par nécessité, c'est qu'il ne s'agissait pas de faire un plan masse, mais d'imaginer les composants et l'esprit de ces espaces publics, sans plan. Et avec le grand danger de banaliser ce socle et de faire ce qu'on a dans tous les quartiers, des rues, des places, des jardins, des ruelles, et tout d'un coup on aurait perdu cette grande beauté du socle industriel. Alors, ces images, c'est d'abord en haut une sorte de radiographie des anciens pieux et poutres qui composaient le socle, et puis en dessous, une sorte de... C'est ça dont je voudrais parler, de jeu plastique, où on retient une sorte de présence de poteaux. C'est-à-dire, et là, justement, on voit comment ce jeu sur des creux, des vides, pouvait venir, je dis pouvait parce que le projet urbain a déjà évolué avec Nouvel, pouvait venir servir des bâtiments. J'essaie de dire les choses plus simplement. On avait quand même besoin d'imaginer des accès à des bâtiments, on avait quand même besoin d'imaginer des circulations de voitures, des circulations de piétons, de protéger les piétons par rapport aux voitures, enfin tous les usages d'un espace public habituel, mais nous ne voulions pas banaliser ce site. Donc on est parti de cette image des fosses de presse en imaginant que le nouveau socle, parce qu'il fallait le construire, aurait aussi des trous et des pleins
pour déterminer les usages. Je ne commande pas tout. Il ne s'agit pas d'un travail de restauration, le socle est perdu, celui d'origine. Il ne s'agit pas d'un travail d'archéologie, on ne cherche pas à garder la trace précise d'un usage industriel. Enfin, c'est un jeu plastique sur ce qui constituait la beauté de ce socle pour de nouveaux usages. Donc ça n'a pas de prétention archéologique, c'est donc une sorte de maquette d'étude qui vous permet d'imaginer qu'effectivement dans les creux on peut installer des jardins et que les parties circulées par les voitures, par les gens, différents usages, sont au-dessus. Alors pragmatiquement ça permet de localiser l'endroit où passent les voitures sans qu'elles ne puissent s'égarer. Il y a un écueil qu'on voulait éviter, c'était celui de la nature qui vient reconquérir la méchante usine. Je ne sais pas si on a réussi ça. Alors, là où il y a un élément intéressant, c'est, encore une fois, je dis, ça fait 20 ans qu'il y a des projets sur l'île Seguin, ils sont toujours... je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un mauvais phasage par rapport aux crises successives, donc chaque fois qu'on doit construire, la crise arrive, et donc on ne fait pas ou on fait autre chose. Et là, l'idée, c'est un moment, on devait faire le prototype des composants de ces espaces publics, puisqu'il n'y avait pas de plan, mais une stratégie, au moins fallait-il faire le prototype, c'est-à-dire comment étaient faites ces pièces. Et puis ce prototype voulait dire qu'on rendait pour la première fois accessible cette ancienne usine, cette île, cette nouvelle île, puisque ce n'était pas une île mais une usine. Alors j'ai eu un peu, j'étais effrayé en me disant mais les gens vont venir voir ces quelques pièces de béton, ça va être ridicule, enfin. Et donc j'ai convaincu les élus de dire non, on va en profiter pour faire un jardin de préfiguration. On va faire un peu le prototype, mais surtout on va créer un lieu pour que les gens accèdent et qu'au fond on préfigure les futures pratiques et que ça devienne même l'observatoire des chantiers qui finiront bien par arriver. Et pour moi c'est très important et c'est une chose que je fais de plus en plus. Moi je me suis toujours désolé. J'ai toujours été, comme vous, impatient en voyant les palissades dans les villes, et souvent elles durent pendant très longtemps, pendant 20 ans, parfois pendant 30 ans, il y a des terrains vagues dans les villes en attendant le grand projet. Et là aussi, il y a des cycles, et on a tendance parfois à attendre toujours le grand projet, qui arrive parfois, mais en attendant, il n'y a rien, il se passe souvent une génération. C'est le cas d'Île Seguin. Et je trouve qu'au contraire, on peut toujours prendre ce temps pour commencer à installer des sites, créer des conditions, installer des usages. Donc c'est une chose qu'on développe beaucoup. Alors ça c'est la maquette, non pas de l'île, mais du jardin, qui est presque une île dans l'île, depuis laquelle on verra. Alors je ne développe pas tout, donc vous l'avez peut-être vu. Donc ça n'avait pas beaucoup d'ambition, c'est juste rendre accessible, tester quelques éléments de langage sur la manière de construire les futurs espaces publics. Donc, je ne sais pas, je commence. Il y a un moment où c'est toi qui intervient. Donc en gros, il y a des dalles de béton, là où il y avait moins d'argent, c'est autre chose, et puis il y a des plantations réputées temporaires dans les creux. Temporaires parce que voilà, ce sont des massifs de saules qu'on peut couper sans que des écologistes ne s'y attachent, quand le grand projet arrive. Alors pour être un peu plus riche, on a quand même au dernier moment aussi pris de panique par une pauvreté éventuelle. Dans tous ces saules, on a planté, on peut sans le dire, 1000 plantes pionnières. Des peupliers, des tas de choses comme ça, en espérant que quand même les écologistes ne les voient pas. Donc les creux avec ces massifs de saules, et puis un sol. Alors, la chose qui, pour moi, cette histoire de la préfiguration est très importante. Ne pas faire un plan masse, mais des composants et les tester me paraît une démarche très intéressante. Et puis, une certaine désinvolture dans le dessin, puisqu'au fond tout ça ne restera pas, est assez stimulante aussi. Alors, je passe la parole à Inessa, parce que le vrai problème était... c'était quand même terriblement vide au début. J'avance encore un tout petit peu.
Alors, le grand sujet, ça a été de... On devait ouvrir, il fallait faire un mobilier. Quel sens ça a dans un site pareil? Donc dans le jardin de préfiguration, il faut construire un lieu pour s'installer et un lieu avec des moyens rudimentaires parce que c'est un jardin de préfiguration. Donc on a fait j'ai dessiné un mobilier provisoire. Et le mobilier provisoire va servir à installer un lieu, orienter l'espace et fabriquer un lieu d'intensité avec qui ait beaucoup de présence dans le jardin. Alors ce mobilier est fabriqué avec du bois de coffrage et chaque pièce des meubles est dimensionnée pour, je rentre vraiment dans la fabrication, pour ne laisser aucune chute dans les panneaux d'origine. On voit les panneaux de bois de coffrage, donc le bois de coffrage n'est pas cher, il est très léger, et il y a une résine de mélamine jaune qui a une très grande présence. Et donc là, c'est tous les découpages des panneaux pour faire chaque pièce des bancs. Donc c'est un mobilier spécifique qui est dessiné vraiment pour ce jardin, avec ça c'est le mobilier avec un banc qui sera orienté vers la colline de Meudon, avec un dossier un peu plus haut pour pouvoir fabriquer des petites salles. Le mobilier est très facile à construire, ce sont juste des planches juxtaposées et vissées. Avec le bois est très léger. Et chaque élément est assemblé par 3 pour avoir plus de présence et avec des proportions plus élancées. Voilà le mobilier avec un grand dossier. Donc cette construction un peu massive a une grande présence dans le jardin, mais les rythmes de la structure apportent une mesure aussi. Donc avec le mobilier, on peut fabriquer des petites salles pour entrer à l'entrée du jardin. Et toutes les tables sont regroupées en un seul lieu pour fabriquer vraiment un lieu de rassemblement sous la pergola. Et voilà, le jour de l'inauguration, le jardin tout à fait occupé. Alors, un deuxième projet qui est en cours de construction à Versailles. Alors c'est au bout de l'avenue de Sceaux. C'est les anciens étangs Gaubert. Alors les étudiants de Versailles le connaissent. Vincent Bénard, qui est là, se souvient peut-être qu'on a dû faire un exercice à l'école il y a un certain temps sur ce même lieu. Il a oublié. Donc au bout de l'avenue de Sceaux, les étangs Gaubert, là vous savez que c'est des étangs qui recevaient les eaux qui provenaient d'une part du plateau de Saclay, d'autre part de la Bièvre, via des aqueducs. Ils alimentaient bien entendu le jardin de Versailles. Ils sont à l'abandon, je ne sais pas depuis quand, mais longtemps. L'un d'eux a encore un peu d'eau, l'autre alors a été complètement envahi par une végétation pionnière. Il y a des modifications du fonctionnement de la gare qui fait qu'une voie va être tracée au milieu et que le maire nous a demandé d'imaginer l'ouverture au public de ces étangs Gaubert. Alors justement, si je me souviens des projets qu'on faisait, Vincent, à l'école, on ne se posait pas du tout ce genre de questions. On avait vraiment aménagé pour le terrain des Francines, un square, ce que d'autres ont fait, il existe toujours, en fait, sans aucune angoisse. Donc le vrai sujet, c'est comment agir dans cet ouvrage. Franchement, on peut être intimidé. L'axe d'une avenue à Versailles, dans un monument historique, ce sont des réservoirs historiques. Donc voilà l'image aérienne de l'état des lieux. Donc un square à la place d'un ancien bassin, un terrain de sport,
un étang encore en eau sur cette photo et l'étang carré dont on va parler maintenant. Et donc des images des lieux avant. Alors, quelques photos de maquettes un peu mystérieuses. Et puis, moi je parlerai que d'une image et après je te laisse. Non, juste, au fond, qu'est-ce qu'on fait? On l'ouvre au public, oui, mais on ne va sûrement pas faire un jardin néoclassique. Pas plus qu'on peut faire n'importe quoi. Enfin, c'est, voilà, les murs de cet ancien bassin vide dans lequel on rentre, où il y a une végétation, correspondent à un ouvrage technique, mais correspondent aussi à la figure d'un bosquet. Donc, je donne un peu toutes les clés de lecture de cet endroit. Et puis, il y a cette sorte de nature qui est très intéressante. Et c'est vrai que j'aime bien regarder les bosquets de Versailles comme, certes, des choses contenues dans une géométrie, mais dont la matière a toujours été, d'après ce que j'ai compris, forestière, enfin sauvage n'est pas le mot, mais en tout cas forestière. Et il y a même un très beau contraste entre les tracés de Versailles et une certaine rusticité, naturalité. Et donc l'idée là, c'est de se dire, ben voilà, on garde une certaine rudesse. Oui, il y a des murs de soutènement, il y a un bois, et pour rendre accessible ceci au public, on va juste sculpter un peu ce bois. Et en le sculptant, je ne sais pas, je montre cette image, oui. Donc les images que vous voyez sont déjà la sculpture du bois. Des clairières sont sculptées dans le bois pour accueillir le public. Et il faut installer de nouveau un mobilier pour s'installer dans l'étang carré, dans cet espace. Et plutôt que de disperser le mobilier dans tout l'espace, l'idée est de fabriquer un élément unique qui soit vraiment à l'échelle de cette pièce, entre les murs. Et donc là, on voit les bosquets et les clairières. Et j'ai entouré un des bosquets qui faisait partie de l'ensemble. Ensuite, j'ai enlevé des arbres et ça donne la forme du banc. Et donc le banc fabrique un espace vide au centre du jardin qui s'articule avec les clairières qui ont été des clairières sculptées contre les bosquets. Voilà, donc on voit la forme qui s'articule avec les clairières. C'est une forme fermée, donc c'est un long banc sans dossier. Et le profil du banc est orienté, il y a une légère pente vers l'intérieur pour fabriquer un espace intérieur, pour l'orienter vers l'intérieur. Voilà, donc ça c'est le profil du banc. Le banc est en béton de fibre et il a 90 mètres de déroulé. Donc ça crée vraiment un lieu, avec des sous-lieux par les circonvolutions. La forme arrondie a été faite par donc chaque élément, ce sont des éléments juxtaposés et l'ensemble de la forme est à facettes. Et chaque pièce est différente. Donc ça crée des formes convexes et concaves à l'intérieur et à l'extérieur. On a aussi installé une passerelle en encorbellement sur le vieux mur pour pouvoir faire le tour du jardin, pour faire une promenade, pour faire le tour, et des escaliers pour pouvoir descendre dans le jardin. C'est comme une passerelle d'avion qui passerait, parce que l'escalier ne peut pas toucher le mur, donc elle enjambe le mur et elle se pose dans le jardin. Peut-être. Je reviens peut-être juste un instant sur cette image. Et sur
justement, ce que veut dire justement ce travail avec l'architecte, c'est... oui, classiquement, on aurait mis, d'ailleurs on avait commencé à imaginer que les bancs pouvaient être en périphérie. On installe des bancs tout le tour. Ou on installe des bancs contre les murs, sur les murs, etc. Et le fait de se dire non, il n'y a qu'un élément central qui oriente tous les espaces, change complètement la manière de l'imaginer. La sculpture même du boisement, du coup, a été transformée dans notre esprit avec l'idée qu'il y avait un élément unique, central, mais que ce n'était pas un rond, que c'était un lieu avec des orientations multiples, un intérieur, un extérieur. Ça a l'air comme ça, évidemment, tout à fait simple, mais ça change complètement la manière de pratiquer cet espace. Et c'est là où je crois, en tout cas moi paysagiste, j'ai besoin d'un autre regard pour imaginer la manière de s'installer dans le lieu. Je crois qu'on crée des situations, mais que d'autres peuvent nous aider à s'installer dans ce paysage que nous dessinons. Et puis aussi, finalement, quand vous voulez bien considérer un bosquet de Versailles, dans ces bosquets, il y avait une figure, évidemment, c'est l'héritage des jardins de la Renaissance, tous ces bosquets versaillais ont à leur centre un jeu d'eau, une pergola, etc. Enfin, une structure ou une sculpture. Et on est tout à fait à l'échelle d'un bosquet versaillais, avec une écriture plus légère et plus actuelle. Alors, autre projet que très partiellement réalisé, c'est donc aux États-Unis un projet, les architectes du bâtiment sont Herzog et de Meuron. Bon, la crise a un peu écourté l'expérience, mais bon, il s'agissait de faire un jardin à Minneapolis autour d'un musée, et le paysage américain, et notamment du Minnesota, est bien connu pour cette superposition d'une grille arbitraire, celle de Thomas Jefferson, avec ce qui était là, des éléments de relief, des éléments de boisement. Et ces formes de boisement qu'on regarde sont évidemment le produit de la rencontre d'une grille avec cette topographie. Alors James Corner l'a très bien montré dans des livres qui ont une vingtaine d'années. Beaucoup de photographes américains le montrent, mais c'est toujours aussi fascinant. Et c'était effectivement la référence pour imaginer ce jardin, mais pas seulement formellement. Quand vous regardez par exemple les trois petites virgules, je sais pas, presque au centre, le quartier à droite en bas, du coup ça produit des drôles de formes et des espaces, et on glisse pratiquement entre des clairières. Alors du coup, dans ce jardin, l'idée était un peu celle-là. Il y a quelques tracés de la grille alentour, mais c'est un jeu avec des petits boisements, de telle sorte à constituer un ensemble de clairières. Et la composition de ce jardin, c'est justement le fait de passer d'une clairière dans l'autre. On glisse d'une clairière à l'autre. Ça nous a mis quelques années, franchement, pour imaginer ça. Parfois, on n'ose pas, je ne sais pas, les autres oui, mais moi, j'ose pas imaginer que je suis en train de composer un jardin ou un parc. C'est une composition spatiale, on décide. On trouve toujours des tas de raisons de le faire, mais parfois on ne réalise pas qu'on est en train bel et bien de composer un espace. Et je suis très intéressé, vous verrez plusieurs petits projets que j'ai choisi de montrer, justement par cette idée qu'on peut assez bien maîtriser et organiser le passage d'une clairière à l'autre. Une succession d'espaces qui ne sont pas des espaces formels, qui sont des espaces dessinés, et le passage de l'une de ces clairières vers l'autre m'intéresse beaucoup. Alors là je passe, c'était plus... Au fond ça m'intéresse beaucoup moins aujourd'hui, il y a donc la rencontre d'une grille et d'une géographie, thème classique, et ça s'exprime aussi dans le revêtement de sol, où on a imaginé une sculpture du sol par des géos de pression. Mais c'est très dangereux, je l'ai fait, ça m'a beaucoup intéressé. Par exemple, voilà quelques images de la réalisation, et je me rends compte qu'après on retient le motif. Et le motif ne m'intéresse absolument pas. Le motif devient décoratif et m'encombre. Donc je ne fais plus jamais ça. Au point qu'avec la crise, on n'a pas planté les arbres dans les trous. Et que je n'ai jamais compris pourquoi ces visiteurs s'assoient là-dedans. C'est comme des poules dans les nids de poules sur les routes de campagne. Ça me désole, à vrai dire. Je voudrais qu'on les bouche. D'ailleurs, une de nos concurrentes aimables, Petra Bless, de toute façon, a repris le job après la crise et donc va faire autrement. Mais donc, on a planté quelques bouleaux. Alors, par contre, ce qui m'intéresse avec ces jeux sur le sol, c'est, vous voyez, la manière dont l'eau s'écoule
et qui est bien sûr lié à une pente et à des dessins. Et, bon, ça j'aime bien, mais le motif est dangereux. Quelques perspectives justement que je n'aime pas. Je n'aime pas les perspectives, je n'aime pas les photomontages, mais c'est tout ce qui reste pour justement montrer ce qu'on a tenté de faire. C'est une composition assez particulière où on passe d'une carrière dans l'autre. Et je suis allé trop vite. À toi. Dans le dédale des clairières, donc la conservatrice du musée m'a commandé un belvédère. J'ai conçu ce belvédère comme une superposition, un assemblage de petites alcôves. Voilà, c'est la superposition d'alcôves tournées vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et en fait, le belvédère est comme un parcours en escalier jusqu'en haut, jusqu'à une terrasse, un espace en gradin en plein ciel. Alors il y a des cadrages sur le jardin et depuis l'espace en gradin, une vue sur la ville de Minneapolis. Le bâtiment est construit avec la technique nord-américaine de balloon frame. Et donc il s'agit dans ce cas-là, la structure est apparente et ça permet d'avoir un jeu de textures entre les textures nervurées et les surfaces lisses qui font apparaître l'enchevêtrement des espaces intérieurs et extérieurs. Alors, petit projet de nouveau, mais où j'ai envie justement peut-être de faire la part entre ce qui est devenu décoratif et ce qui n'est pas. Donc, ce petit jardin à Tokyo, c'était un jardin fait par Noguchi, le sculpteur. L'université s'est développée, un bâtiment a été construit sur le jardin, il était prévu la reconstitution à l'identique du jardin de Noguchi sur la terrasse. Comme tout le monde, au bout d'un moment, a pensé que c'était quand même un peu simplet, une petite consultation a été faite et on nous a proposé de faire ce jardin en essayant de comprendre l'esprit de Noguchi, mais de le faire aujourd'hui. Vous l'avez vu, bon, ceux qui voient les travaux des jardins de Noguchi, c'est une manière de représenter la nature avec une écriture moderniste, qui n'aurait pas de sens aujourd'hui, mais toujours est-il que c'est assez strictement l'observation de petits paysages et leur transformation, enfin leur transposition par une écriture plastique assez déterminée, mais qui ne peut pas être la nôtre. Alors l'exercice assez bête, c'est on a pris, je ne sais plus très bien dans quel ordre sont les images, pardon, on a pris un vrai morceau de nature, de même échelle, et on l'a littéralement scanné à partir de points plus ou moins gros. Donc plus c'était vert, plus les points sont gros. Enfin, c'est assez bête. Donc vous voyez à gauche l'image de nature et progressivement sa traduction sous forme de trous plus ou moins gros. Donc on a imaginé assez concrètement des dalles de granit qui étaient percées de trous plus ou moins gros. Voilà, c'est vraiment bête. Et vous avez sûrement vu déjà ces images. Donc apparaît une sorte de nature sur cette terrasse, dans des formes et des proportions qui sont celles de Noguchi, mais avec ce moyen-là. Alors techniquement, vous l'imaginez, c'est un jardin sur dalle, donc il y a une épaisseur d'1 mètre de terre. C'est très particulier comme technique pour avoir à la fois un sol fertile, un sol qui se tienne, surtout avec cette finesse des coupes. Et le motif a eu beaucoup de succès, et ça je m'en désole aussi. Parce qu'au fond c'est devenu, alors c'était largement pillé, pour ceux qui ont vu d'ailleurs le petit bâtiment de Katsuo Sejima à Lausanne, le PFL, un de nos chers confrères a fait à peu près ça sans les arbres et en pleine terre, donc ça n'a aucun sens, à part l'effet décoratif. Et je déteste cet effet décoratif. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est quand on avait convaincu les Japonais en disant voilà, c'est des pas japonais à l'envers, il faut marcher partout sauf sur les pas japonais.
Et effectivement, ce qui m'intéresse, c'est ces jeux de densité variable et le fait qu'on passe de nouveau d'une clairière dans l'autre. Voilà, c'est une sorte de composition de l'espace. Ici, il s'agit d'une miniature, mais ça m'intéresse beaucoup. Et voilà, c'est peut-être l'image dont j'ai envie de parler. Vous voyez, il y a deux étudiants cachés dans le bosquet, mais c'est un peu l'enjeu, c'est-à-dire on est dans des clairières, dans ces micro-clairières, et on passe d'une clairière à l'autre. C'est une chose qui aujourd'hui me fascine vraiment. Alors, comme chose intéressante aussi, c'est, vous voyez, le garde-corps n'est pas en périphérie. Le garde-corps, vous pouvez le deviner sous forme d'une plaque de verre qui fait un drôle de parcours à l'intérieur, de telle sorte que le jardin est aussi bien dehors que dedans. Quand on est dans ce jardin, on ne sent pas la limite. Et surtout, je ne voulais pas que les gens s'approchent du bord pour... c'est la vue que vous avez vue avant. Lorsqu'on est dans ce jardin, on ne voit que l'horizon. On ne voit pas la rue en bas. On est détaché de l'îlot. Voilà. Donc, des clairières, oui. Le dessin, non. Alors, un tout petit projet juste pour parler de ces bois miniatures. Donc ce petit jardin, le troisième qu'on fait en 5 ans pour le ministère de la Culture, les deux autres étant morts. Mais bon, je vous passe l'histoire. Mais toujours est-il que c'est un petit jardin, celui-là fait 170 mètres carrés, et c'est la miniaturisation d'une forêt d'Île-de-France. Et très franchement, je pense que c'est un an de travail de quelqu'un pour organiser pratiquement 1500 plantes plantées en 3 jours sous forme de strates différentes. Donc c'est une mise en place assez marrante. Et les photos sont prises juste après réalisation et je suis très intéressé par ce jeu de miniaturisation d'un milieu naturel, mais aussi de légère amplification. Ce n'est pas strictement des espèces, disons à 95% oui, puis il y a quelques dissidents qui font que cette nature est un peu bricolée. Alors, on passe tout à fait à une autre échelle, mais je voulais montrer ça pour ce jeu avec la matière. Voilà, je suis vraiment intéressé par cette miniaturisation de boisement. Elle peut être faite très simplement, comme on va le voir maintenant, mais elle peut être faite avec cette finesse qu'on voit au ministère de la Culture. Alors, Euralance, j'en parle évidemment, bon, enfin, vous savez, le musée du Louvre vient d'ouvrir, donc maintenant on connaît l'histoire. Dans un territoire en crise, dans un territoire minier en crise depuis la fermeture des mines, depuis les années 60-70, le Louvre arrive, alors Catherine Mosbach réalise un jardin qui n'est pas tout à fait fini, dont vous avez vu déjà des images, on pourra en parler. Et nous avons gagné un concours dont je suis le mandataire avec Christian de Porzampar comme urbaniste. On verra le rôle d'Inessa. Pour imaginer le développement de cette région grâce à l'arrivée du Louvre. Et simultanément au développement de la région, nous devons réaliser des espaces publics qui permettent au moins l'accès au jardin du Louvre. Il faut savoir que ce jardin et ce musée ont été conçus sans qu'il n'ait d'accès du tout. Alors, chose assez extraordinaire dans ce territoire, c'est le territoire minier était un territoire concédé à des compagnies d'exploitation. Donc le très grand bassin était découpé comme un territoire colonial et concédé à différentes compagnies. Ces compagnies avaient chacune leur exploitation, donc un carreau de mine, des terrils, des cheminements pour les matériaux, mais aussi bien entendu des cités minières, des écoles, des églises, enfin toute une petite ville. De telle sorte que ce territoire des cités minières, enfin du bassin minier, est littéralement un archipel de cités où jamais il n'avait été imaginé qu'il y ait de liens. Leur abandon, l'augmentation de la population fait qu'évidemment d'autres quartiers se sont construits et remplissent les vides. Une grande tentation de la part de beaucoup d'urbanistes est de remplir ces vides, ou même de recoudre, disent-ils. Et on a pensé quand même que ce qui était vécu jusqu'alors comme le terrible signe de l'abandon, c'est-à-dire tous ces vides entre les cités, était aujourd'hui un atout extraordinaire. Tout simplement parce que le temps a passé,
qu'une végétation s'est installée, elle a même parfois été plantée. Et on a réussi à convaincre les élus que ce qui était l'arrière, ce qui était le lieu de l'abandon, peut devenir au contraire la structure même du développement du territoire. En clair, vous devinez un peu des cheminements maintenant plantés d'arbres, donc ce qui étaient les anciens chemins des matériaux pour aller sur les terrils, ce qui étaient les anciens carreaux de mine, deviennent un territoire de circulation, une structure, la charpente paysagère du redéveloppement de ce territoire de Rallens. Alors ça commence bien sûr par l'implantation du Louvre, alors j'arrive pas à faire, je sais pas très bien utiliser ces engins, mais le Louvre est là maintenant, ce vide c'est le jardin de Catherine Mosbach, mais nous on est en charge de tous les autres vides, et avec Christian de Porzampar, du développement de nouveaux quartiers. Et donc avec cette règle, c'est on joue avec le vide, on densifie ailleurs, et on donne un sens à ce vide. Alors j'y viens. Comment ? Donc ces cheminements s'appellent des cavaliers. Et l'idée est de jouer avec les cavaliers existants, mais d'en créer d'autres, des pseudo-cavaliers. C'est-à-dire que moi, je m'intéresse à des plans larges qu'à la condition qu'ils correspondent à des moyens physiques. J'essaye de dire les choses autrement. Nous tous parlons beaucoup de processus de transformation d'un territoire. Et très vite, on peut être fasciné par des cartes. C'est toujours très beau quand on fait des cartes qui montrent des phénomènes. Et on peut se satisfaire de ce niveau d'abstraction. Il se vend relativement bien et il satisfait tout à fait les politiques qui, de toute façon, ont des intentions limitées. Mais moi, je n'ai plus de plaisir à faire ça. Et donc, je ne m'intéresse à des processus qu'à la condition qu'ils correspondent à une réalité physique réelle. Et ce qui est formidable dans cette commande de Rallens, c'est qu'en même temps qu'on fait le grand plan, on fait des interventions physiques. Donc, ces pseudo-cavaliers dont je parle, on vient d'en faire 3 ou 4 kilomètres, on a dépensé 20 millions d'euros pour voir. Et au moins, on peut aller voir le Louvre et le jardin de Catherine. Et par ailleurs, on pense que ça marche assez bien parce que les élus, maintenant, parlent de l'archipel vert. Alors, ils galvaudent un peu ce qu'on imagine, mais en fait, je suis très heureux de cette appropriation par la population entière du fait que ce qui était négatif est devenu vraiment une vision positive d'un territoire sinistré. Alors donc là, je montre des premières petites maquettes. On a convaincu en disant, eh bien, comme ces cavaliers ont été envahis par la végétation, on va fabriquer des nouveaux cavaliers partout. Dans tous les vides, on va avoir bien sûr le besoin qu'on avait, des chemins, des pistes cyclables, des fossés, enfin des routes, tout ce qu'on voudra, plantés densément. Alors je vous montre cette image, donc on est quand même en charge de 1200 hectares, de cités-jardins, de territoires, de petites villes, et de beaucoup de friches. Donc c'est ce faisceau tout à fait provisoire que vous voyez en vert, c'est l'écheveau de pseudo-cavaliers qui va permettre de recomposer le territoire. C'est bien de ça dont il s'agit, c'est recomposer un territoire urbain à partir d'une ville, à partir d'objets, de ce système des cavaliers. Et bien entendu, d'un point de vue urbain, cet écheveau va permettre d'avoir des lieux de redéveloppement, c'est les taches jaunes que vous voyez, et en aucun cas il s'agit de combler les vides, mais bien d'utiliser cette charpente pour développer les quartiers. Mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on va voir aujourd'hui, mais je vais vous montrer un peu justement les préfigurations de cela. Alors, on ne voit pas très bien. Mais très vite, on a imaginé, pour accéder au Louvre, donc ces plantations et ces aménagements de chemins. On a fait des chemins. Alors je vous montre des images, c'est toujours un peu dangereux, c'est 3 mois après réalisation. Je déplore que les lampadaires soient aussi apparents sur ces images, mais bon, ils sont assez ringards, mais c'est pas très grave, on s'est trompé d'ailleurs. Mais en tout cas, on a planté 5000 arbres en 3 mois, et on a créé, je ne sais plus, 3 ou 4 kilomètres de chemin de préfiguration, pour voir comment, et ça ce sera le futur quartier de la gare que dessine de Porzampar. Donc c'est gonflé, on vous montre des images à 3 mois. Je ne commande pas trop, mais ce qui est intéressant dans ce système-là, donc vous voyez, ce ne sont pas des alignements d'arbres, ce sont des cordons boisés. Et dans une petite ville pauvre
Ils sont dans les 10 villes, les 10 communes sur 36 000 ou plus, les plus pauvres de France. Hein. C'est donc un sujet assez délicat. Eh bien, créer des cordons boisés dans une ville, c'est quelque chose. Et franchement, rien. Voilà. Bon, il y a aussi l'aménagement, il y a des passages sous voie ferrée qui sont assez redoutables. Alors on a élargi les trottoirs, éclairés, et on parlera des... Donc il essaie de dessiner évidemment les barrières, mais on parlera d'autres choses. Oh, pardon. Donc évidemment, on profite d'un paysage qui a aussi de l'intérêt. Il y a un stade, il y a des délaissés, il y a des friches. Alors, vous voyez, nous, on a aménagé ce chemin très bien éclairé par ailleurs, mais en tout cas, on voit comment ces cordons et ces chemins s'installent. C'est un immense parking, vous voyez les terrés au fond, c'est un très très grand parking de stade, et avec, il faut bien dire, quand même des moyens très modestes. Je veux dire, même si la somme globale est grande, mais compte tenu de la surface qu'on gère, il s'agit de moyens extrêmement modestes, qui doivent être, j'imagine, le 10% de ceux de Catherine Mosbach. On transforme ce grand parking en autre chose. On crée d'autres parkings. Alors ça, c'est avant plantation. D'autres parkings encore, où vous voyez d'ailleurs l'importance de ces aménagements en bois. Je ne sais pas si tu veux les commenter ou tu parleras plutôt du mobilier. Donc, des objets nécessaires pour un parking d'une autre nature. Là, on n'est pas dans le système naturaliste, on est dans le système construit, et il est très différencié de l'autre. Dans ce paysage, mon intervention est très ponctuelle. Il s'agit de dessiner un mobilier spécifique pour tout simplement pour être installé le long des chemins d'accès depuis la gare jusqu'au musée du Louvre et l'accès depuis les parkings jusqu'au musée du Louvre. Et donc il s'agit bien, comme pour l'île Seguin, d'un mobilier spécifique qui s'inspire vraiment du lieu. Et donc la première inspiration a été le prototype de la façade du Louvre. Et donc j'ai décidé d'utiliser de l'inox réfléchissant que j'ai mélangé, ça c'est une maquette, que j'ai mélangé avec, donc là c'est le premier banc qui a été imaginé, c'est un demi-rondin brut avec un socle en inox réfléchissant. Donc ce qui m'intéresse, c'est le contraste des matériaux très bruts et très sophistiqués. Et donc ce rondin flotte vraiment sur le pétement en aluminium qui est réfléchissant. Alors comme c'est un rondin, le banc est très long, il fait 3 mètres de long et très généreux. Voilà avec le piétement réfléchissant. Et ensuite, j'ai dessiné dans le même esprit, en gardant les mêmes proportions, un mobilier plus urbain pour la ville. Les rondins sont destinés surtout aux cavaliers, dans les endroits plus boisés, autour des cités et jardins, et les autres dans les parties plus urbaines. Voilà le dessin, les proportions, donc il fait 3 mètres de long. Voilà le banc à dossier. Voilà le prototype. Alors de face vers l'assise, le banc est très massif. L'assise est très accueillante et généreuse. Et à l'arrière, la structure en inox permet une très grande finesse. Voilà les banquettes qui sont installées le long des chemins depuis la gare. C'est un terrain de 80 hectares au sud de Bordeaux, dans un site inondable, où on nous demande de réfléchir à une constructibilité quand même. Comment construire un site inondable? Enfin, réputé inondable.
tout cas interdit à la construction. Alors, comme vous le voyez sur cette image montre d'ailleurs, vous avez un trait rouge, peut-être le voyez-vous, qui montre le périmètre en question. Vous avez déjà un tracé qu'on a un peu exagéré. Le territoire de Bordeaux était un territoire entièrement marécageux qui a été assaini par des Flamands au XVIIe siècle, où on retrouve ce qu'on appelle des jalles, donc des canaux drainants qui emmenaient l'eau vers le fleuve, d'ailleurs avec des clapets anti-retour. La marée ne rentre pas dans ces canaux, mais l'eau sort, à marée basse bien sûr. Et puis autour de ce dessin de jalles, d'estets, pour ceux qui sont de la région, il y a évidemment une structure de paysage qui est installée. Mais l'hypothèse qu'on fait avec ces clients, enfin je vais un peu vite, c'est que sur ces 80 hectares, une toute petite partie seulement sera construite dans des conditions particulières qu'on va décrire, donc des bâtiments sur pilotis, très localisés, mais que justement il y a un jeu d'équilibre entre le traitement de ce paysage et la constructibilité possible. On n'est pas du tout dans ce qu'on appelle habituellement les mesures compensatoires, parce que ça n'a pas de sens à ce niveau-là, mais la transformation d'un territoire de telle sorte qu'il puisse accueillir mieux l'eau et l'évacuer mieux, et qu'on puisse y vivre aussi. C'est-à-dire trouver un équilibre physique entre constructibilité et aménagement du sol. On peut construire, oui, dans certaines conditions et dans certaines proportions. Voilà. Je ne sais pas, c'est assez classique pour des paysagistes, quoi. On remet en place un parcellaire, on remet en place des fossés, on remet en place une certaine structure végétale qui va permettre que ces 65, je ne sais plus combien, hectares non construits deviennent une sorte de parc rural. Vous l'imaginez, c'est le genre de programme qu'on voit de plus en plus. Ce n'est plus tout à fait une campagne, ce n'est pas tout à fait un espace public, c'est entre les deux. C'est un espace public à la campagne, un réseau de promenades, de lieux où on peut se tenir et de quelques pratiques néo-agricoles si elles fonctionnent. Mais on va surtout parler de la manière de construire. Donc il faut installer un ensemble d'habitations sur ce terrain qui est inondable. Il faut l'installer hors d'eau. C'est à peu près 50 maisons. Et donc là, les habitations sont groupées par ensemble pour avoir chacune une présence consistante dans le paysage et prendre ces ensembles d'habitations de 10 maisons à peu près à chaque fois ont l'échelle de bâtiments agricoles. Donc ils sont installés le long de la route, voilà, hors d'eau parce que construits sur pilotis. Ces ensembles de maisons qui forment comme un petit îlot avec les jardins sont des îlots privés dans un parc et s'articulent avec les chemins d'accès au parc. Donc ces ensembles d'habitations privées et collectifs sont vraiment inscrites dans le parc public. Chacune des maisons en longueur a un petit patio qui est un espace interstitiel qui prolonge l'espace domestique à l'extérieur. C'est ça qui va rythmer aussi toutes les habitations entre elles. Donc là, c'est un travail surtout sur la typologie. Donc ce sont des logements individuels groupés qui sont accessibles par une passerelle sur pilotis. L'ensemble est sur pilotis pour être hors d'eau. On voit l'espace interstitiel qui fait partie de chacune des habitations, qui permet d'avoir un accès toujours à l'extérieur, et ensuite les jardins. Et ensuite, ce qui m'a intéressé, c'est toute la variation les variantes entre les différentes propositions en jouant sur les rapports d'intimité la proximité entre l'intimité privée
et les espaces plus publics. Donc ce qu'on voit en rouge, c'est l'espace plus intime de la maison. Donc là, cette fois-ci, la passerelle est éloignée des habitations, justement pour préserver l'intimité. Ensuite, il y a des maisons jumelles avec un espace supplémentaire entre les maisons qui apporte un rythme différent et plus de transparence aussi dans le paysage. Il y a les passerelles d'accès à l'avant, donc on accède autrement dans la maison. Et voilà, on décompose les volumes autrement. Et c'est toujours la distribution, le rapport entre l'espace privé, l'espace collectif et public, et tout le rapport de proximité. On voit en volume donc cette typologie qui offre un rythme intéressant, et ces espaces qui s'ouvrent sur l'espace collectif. Le maître d'ouvrage a décidé d'installer son université avec les anciens vestiges des aciéries. C'est-à-dire, plutôt qu'avoir d'une part une sorte d'aciérie muséifiée et d'autre part un campus universitaire, il a décidé de créer l'université tout autour et avec les vestiges industriels. Et on est en charge d'imaginer les espaces publics de ce campus universitaire, qui est en construction. Et vous voyez qu'autour, bon, c'est la campagne, c'est quasiment la frontière française. D'ailleurs, je crois que Gilles Wexler a eu des études plus alentour. Et le choix du maître d'ouvrage est vraiment d'imaginer un campus extrêmement dense. C'est-à-dire que, contrairement justement à cette image campagnarde qu'on peut trouver sublime ou terriblement ennuyeuse, l'idée, c'est justement d'amener un lieu de très grande intensité. Alors voilà un plan masse à un certain moment, et où vous voyez, alors en noir, ce sont les bâtiments. Alors, le plan a évolué, je me rends compte, mais tant pis. En gris foncé, c'est un sol minéral général que nous installons. En gris un peu plus pâle, vous voyez en fait tout un réseau de bassins, et puis vous avez des endroits qui ont l'air un peu verts, et c'est une certaine présence de nature qu'on décrira. On appelle ça des jardins d'hiver pour l'instant. Là encore, ce qu'on voulait éviter, et le maître d'ouvrage aussi, c'est cette image qu'on a souvent vue, même dans la Roure, de la nature qui vient manger la méchante usine. C'est le contraire. Cette usine, qui fait 90 mètres de haut, va être entourée de bâtiments. Il y a déjà une tour en construction, il y a 2 tours déjà, 3 tours, qui font plus de 120 mètres de haut. Donc c'est au contraire créer un lieu d'une très grande intensité physique, d'un très grand artifice, au centre de cette vaste campagne. Et c'est une chose volontaire, déterminée, ce sont des espaces intenses. Et un des choix qui est fait, alors ça s'appelle la terrasse des Hauts-Fourneaux, donc il y a un grand traitement de sol unitaire sur, alors ce qu'on a sous les yeux doit faire 800 mètres par 450, mais maintenant c'est en train de s'étendre, mais il y a un sol unitaire partout. Et le souhait de ce maître d'ouvrage, et ça va être un des rôles que Inessa joue, c'est d'avoir des espaces publics de taille relativement réduite. Et ça c'est très important. C'est juste une question de proportion. C'est très difficile de créer des espaces publics dont la proportion donne vraiment la vie. Pour ceux qui se promènent dans les quartiers récents, voire dans les villes nouvelles un peu plus anciennes, un des grands problèmes, c'est que les espaces publics sont souvent sans aucun intérêt, la vie n'y prend jamais, ce ne sont pas des places, ce ne sont pas vraiment des jardins, ils ont un statut ambigu, mais surtout des proportions qui ne sont pas propices à l'installation de la vie. Et là, le client a eu ce flair de dire non, il faut des espaces petits, il faut que ce soit, enfin petits, relativement petits. Il faut trouver la bonne proportion entre ces vides et ces pleins assez spectaculaires, très verticaux, pour que la vie s'installe. Et effectivement, il y a des lieux plutôt réussis quand il y a des espaces publics intenses, et à côté, bien entendu, des parcs. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre
dans un espace insupportable, mais il faut qu'il y ait ce contraste entre des lieux publics intenses et des parcs de taille plus grande. L'exemple que tout le monde utilise partout, on en parlera tout à l'heure, c'est le campus Novartis à Bâle, où vous avez, tout le monde y a travaillé, Vogt, Gustafsson, comment ça s'appelle, pardon, un des plus grands américains, bon, ça va revenir, ça va venir, Peter Walker. Et puis il y a des espaces petits et des parcs. Le moyen n'est parfois pas très intéressant. En tout cas, toujours est-il que là, c'est très dense, c'est minéral, la végétation n'est présente que dans les bassins et dans les jardins d'hiver. Alors, les bassins ont une grande importance parce qu'en fait, il y a tout un dispositif hydraulique. Comme partout, on doit gérer de l'eau de pluie. Et justement, l'usine avait tout un réseau de circulation d'eau. Enfin, l'usine, c'était des hauts fourneaux. Il y a des grands réservoirs en hauteur. Donc un réseau assez facile pour faire circuler l'eau. Et on fabrique des bassins qui sont une sorte de machine hydraulique de gestion de l'eau, mais très explicitement artificielles, ce ne sont pas des nous. On ne fait pas des nous en ville, je veux dire, donc ce sont des bassins. Ces bassins sont plantés, et ces bassins, on les fait en chaudronnerie. On va les faire en tôle d'acier de 2 cm de côté, peintes comme des grosses péniches. Certains font 120 mètres, il y en a qui font 180 mètres de long, et c'est des pièces en acier, soudées, peintes, posées. C'est comme des grands bateaux. Alors ça coûte un certain prix, évidemment, on en fait pour 7 millions d'euros, mais c'est pas cher par rapport à la taille de l'endroit, et c'est beaucoup moins cher que la soupe habituelle, où on vous fait des bassins en maçonnerie, avec une étanchéité, un carrelage, etc., qui vieillit très mal, qui est clinquant. Là, c'est des bacs de tôle. Et le sol est un grand sol en briques, ce sera 7 briques d'ailleurs, unitaire partout. Ce n'est pas le projet de Luxembourg, mais un projet qu'on a réalisé à Gand, où on avait déjà expérimenté. Là, c'est un bassin en tôle dans un autre bassin en tôle. L'usine, c'est à toi. Donc on voit le site, l'ancien site industriel qui a été transformé en campus très très dense. Et voilà, donc il y a cet espace public qui est très très minéral et très dense avec les bassins. Et ces jardins d'hiver qui avaient été imaginés pour regrouper tous les arbres, pour qu'il n'y ait pas pour garder l'espace très minéral et regrouper tous les arbres dans ces structures. Donc moi je suis chargée de dessiner ces structures et j'en profite pour imaginer un espace public à étage, un espace public complexe à étage, un petit peu comme le prolongement de l'espace public en hauteur, en étage, avec des passerelles, et puis des lieux pour s'installer dans des petites alcôves le long du parcours. Les alcôves sont orientées vers le centre, ou bien vers le centre de la structure, ou bien vers l'extérieur. Donc c'est une structure avec un jardin au centre et des lieux pour s'installer, avec un jeu d'espace et de transparence et de plan. Voilà, donc le site qui est très très vertical, les hauts fourneaux mesure 80 mètres de haut. Donc les structures, ces structures avec ces passerelles sont comme des belvédères et elles ont à peu près la hauteur juste du socle du haut fourneau. Donc ça permet d'avoir une vision du site très très verticale. Au départ, les structures étaient imaginées, il y avait différentes structures, et petit à petit la commande a évolué, c'est devenu une juxtaposition de modules. Donc là, c'est 3 modules juxtaposés. Donc dans un module, il y a une structure, il y a en jaune, il y a les passerelles, le parcours et les alcôves.
c'est les éléments qui constituent vraiment le jardin d'hiver. Le module qui a été imaginé permet toutes sortes d'espaces. On peut utiliser l'espace de différentes manières. Ça, c'est les manières d'utiliser l'espace. Ils peuvent aussi se juxtaposer et de différentes manières. Donc ça permet d'avoir plusieurs variantes. Ensuite est venue l'idée de se servir de ces structures pour regrouper des activités. Donc et de créer vraiment des lieux d'intensité des lieux d'activité dans le site. Oui, au départ aussi, ces structures servaient à préfigurer de futurs bâtiments pour préfigurer les futurs bâtiments et pour resserrer en fait, recomposer le plan masse aux endroits où il fait défaut et pour pouvoir resserrer l'espace public. Et donc dans ces structures, il y a des activités. Le module a été dimensionné pour accueillir toutes sortes d'activités sportives, de cinéma en plein air, des concerts, de jeux. Donc on voit toutes les sortes d'activités. Et bien sûr des jardins. Donc c'est surtout un lieu qui permet différentes installations, occupations. C'est une structure provisoire qui est vraiment posée dans le site comme un objet. Alors la structure est conçue comme un kit de construction avec différentes pièces, très peu d'éléments, qui sont assemblés avec des assemblages aussi très simples et répétitifs, parce que le but est surtout un jeu d'espace avec les éléments. Donc voilà la structure. Ensuite les éléments verticaux et les planchers. Et donc on peut faire varier on part de toujours, le module c'est une structure, et ensuite on peut faire varier les parcours, les alcôves, selon certaines règles du jeu. Et voilà la structure dans le site, c'est une maquette. Donc, un concours sans suite, peut-être d'autres concurrents sont dans la salle, j'en sais rien. On a tous perdu, c'est ça qui est formidable. Donc c'est un petit parc qui prolonge, à Euralille. Donc vous reconnaissez en haut de l'image la tour de Deux Ports-en-Part, la tour de Vasconie, la gare, le TGV, le grand centre commercial de Jean Nouvel un peu en dessous, l'autoroute en grande diagonale, et puis ce sorte de parc qui préexiste pour lequel un concours avait été lancé. Et là aussi c'est l'occasion de montrer comment la relève, parce que c'est ça, vous comprenez petit à petit, le but de cette conférence, c'est de montrer comment le dialogue entre deux points de vue, dialogue dans le point de vue studio, entre deux personnes en tout cas, entre l'architecture et le paysage peut déterminer un projet. Alors, ce parc existant a cette particularité, vous voyez, d'être coupé en deux. C'est le plan de Colas, mais enfin, toujours est-il que le parc est coupé par une autoroute et qu'il y a une sorte de vaste passerelle, vous voyez un peu à zigouigoui, sur l'autoroute. Et le programme qui nous a beaucoup plu était celui de créer une ferme urbaine, ferme pédagogique, ferme pour les enfants, qui existe d'ailleurs sur le site. C'est l'espèce de cabane qu'on voit dans la partie droite du parc existant. C'était l'enjeu majeur de ce projet, donc de créer une ferme pédagogique qui devienne un des moteurs du parc. Alors, le projet a été abandonné parce que la mairesse ne l'a pas apprécié finalement ce programme, alors il était franchement très bien. Alors, je commence peut-être et tu prends le relais, mais au fond l'idée venait d'Inessa dès le départ, ça a été d'imaginer que, peut-être tu veux le dire, je le dis puis après tu présenteras la chose, c'est que couvrir l'autoroute n'avait pas de sens financièrement. Il y avait très peu d'argent prévu. Tellement peu d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de suite. Mais
pas les moyens de couvrir cette autoroute, pas les moyens de s'affranchir de cette terrible coupure. Et donc l'idée d'Inessa était de dire, mais si on posait justement la ferme, le bâtiment, l'essentiel des bâtiments, sur cette autoroute, alors c'est forcément le point de passage obligé, c'est le lien le plus fort entre ces deux parties du parc. Donc cette petite maquette d'étude permet de le comprendre, et moi je vais décrire des schémas successifs avant que tu me présentes comment ceci fonctionne. Parce que c'est ça la bonne idée. Si on prend faut partir du troisième dessin en haut, la ferme rayonnante. Donc l'idée c'est qu'il y a ce point sur l'autoroute devient le point central, et non plus le passage désagréable. On dira pourquoi ça devient un passage agréable. Donc la ferme rayonnante permet d'imaginer, alors on revient à la première image des enclos pour les animaux. Du coup, le parc, c'est tout l'espace interstitiel entre ces enclos qui repart de ce centre. Bien sûr, il y a des bosquets, bien sûr, il y a de l'eau, bien sûr, il y a un tas de choses, mais l'essentiel, je crois, de ce que moi je peux dire comme paysagiste, c'est qu'une composition n'est pas qu'un dessin, quoi. C'est très important, la composition et les proportions. Et là, la composition est entièrement liée au fait de mettre le bâtiment en position centrale, à l'endroit le pire, quoi, ce lien entre deux, ce passage sur l'autoroute. Et donc ce centre, qui devient une valeur très forte, permet d'avoir ce rayonnement d'enclos, ce rayonnement du parc, qui était une très bonne manière de s'articuler dans ce site un peu résiduel de Rallens et qui justement fait coupure dans tous les sens. Alors, peut-être juste le programme, mais ça c'est quelqu'un au bureau qui s'est passionné pour le programme, donc on a travaillé très sérieusement sur le fonctionnement d'une ferme pédagogique, mais encore une fois, vous voyez ce bâtiment-là. Comment ? Voilà, donc le fait de se poser sur le pont d'autoroute, ça fait que l'endroit le moins qui pouvait avoir l'air désagréable est devenu un point fort, est devenu plutôt un avantage. Et en occupant ce pont, donc on relie vraiment les deux espaces, les deux parties, et on est moins gêné par l'autoroute, et on dégage aussi tous les terrains en pleine terre pour les animaux. Alors ce bâtiment va servir aussi de mur anti-bruit en fait pour l'autoroute. Alors donc la typologie c'est une enceinte qui permet donc d'avoir un espace intérieur, on est protégé du vent et on est protégé du bruit. La ferme va se développer en U autour d'une cour, et ensuite il y a des bâtiments pour des expositions, des bâtiments publics. Et tout en haut, au deuxième étage, il y aura une passerelle, un belvédère, depuis laquelle on a la vision sur tout le site. Voilà, il y a deux corps de bâtiments qui se trouvent du côté de l'autoroute, servent de mur anti-bruit, et les bâtiments de la ferme vers les deux jardins sont tout à fait perméables visuellement. Par contre, il n'y a qu'un seul passage dans la ferme, dans la cour de la ferme. Alors le bâtiment de la ferme, le bâtiment pédagogique pour les enfants s'ouvre sur le cours de la ferme, la cour de la ferme, et les petits box pour animaux, par contre, sont ouverts aussi bien dans la cour que vers l'extérieur, sur le jardin, pour que la ferme rayonne vraiment à l'extérieur aussi dans l'espace. Voilà la disposition de la ferme, avec en rouge la ferme et en jaune le bâtiment public. Alors ce serait un petit peu comme au Luxembourg, au Fond Belleval. C'est une grande structure qui serait une ossature extérieure, et les bâtiments viennent s'inscrire à l'intérieur de la structure, avec au-dessus
la passerelle belvédère. Voilà, donc il y a le cours de la cour de la ferme, et puis de chaque côté, grâce à la perméabilité visuelle, aux ouvertures, on a un parvis de chaque côté. Un parvis s'ouvre sur le jardin, et donc il y a une grande perméabilité du jardin vers le centre du bâtiment. Dans le programme, il y avait une dimension ludique dans le jardin qui était très importante. Et plutôt que de fabriquer des éléments supplémentaires, l'élément ludique se concentre dans le bâtiment lui-même, avec la passerelle, belvédère et les box. Donc voilà l'espace, la structure, les petits box qui s'inscrivent dans la structure et la passerelle tout au-dessus. Donc oui, le programme, vous l'imaginez, c'est assez drôle d'avoir au cœur de Rallye, justement, ces animaux, mais avec un mélange... Bon, on veut rien. Et voilà peut-être l'image qui permet de comprendre un peu ce qu'on vient de décrire. Alors, je crois qu'on a été un peu long, mais on arrive au dernier projet qu'on ne peut pas vraiment montrer, parce que c'est toujours un processus de concours. Donc on dit quelque chose autour d'un projet important aux États-Unis pour évoquer une certaine manière de réfléchir à l'espace et une certaine manière de s'installer dans l'espace. Je ne peux rien vous dire ni de l'endroit, voilà, parce que c'est un concours, donc il ne faudrait pas que ces images soient connues. Mais celle-là, on peut, c'est les références, et c'est 2-3 choses. Il y a une grande fascination pour ces situations d'archipel. Ça, c'est l'archipel de Stockholm. Et pour ceux qui y sont allés, quand on circule en bateau public entre ces îlots, il y a un phénomène fantastique. Le déplacement entre les îlots fait vous avez toujours des plans successifs, vous passez dans des transparences entre ces... Enfin, vous pouvez l'imaginer, quoi. On a un premier plan, on bouge, on voit l'autre, on voit derrière. Enfin, c'est des plans qui bougent en permanence, et le déplacement dans un archipel comme ça, c'est extraordinaire. Comme espace. Et c'est le sujet dont j'ai envie de parler, le seul d'ailleurs, dont on peut parler ici. C'est que c'est une manière d'organiser un paysage tout à fait particulier. Que moi je ne savais pas faire en tout cas. On l'observe dans certains parcs à Bruxelles, où il y a des systèmes de vallées et des bosquets, et on circule entre ces bosquets. On connaît très mal, nous tous, le jardin paysager du 19e siècle, qui est un peu un tabou. Et alors que c'est une histoire très complexe, le 19e siècle, j'ai tendance souvent, moi, à me référer au système de parcs américains avec des visions très naturalistes, les parcs d'Olmsted, pensons même à Central Park. Mais dans les jardins paysagers, il y a eu parfois des inventions assez extraordinaires, et notamment ceux de Bruxelles, dans des réseaux de vallées. Et moi, je me suis souvent beaucoup interdit des compositions qui jouent avec des transpositions de paysages, comme ceci. Et voilà, l'archipel nous inspire beaucoup, et pour des tas de raisons qu'on ne peut pas vous dire, on doit faire ça. Alors, je montre quelques images avant d'expliquer le sujet. Alors, c'est d'ailleurs Florian Delon, au bureau, qui s'est intéressé aussi bien à la ferme des Dondennes qu'à cette représentation-là. Donc, on compose tout un parc comme un archipel à partir d'un réseau de vallées, de vallons autour de grands bosquets. Et ce qui nous passionne, c'est comment jouer dans cette composition-là, très loin de ce que moi j'avais appris en tout cas. Sans faire un stupide jardin 19e siècle, sans justement faire le pire des jardins paysagers. Alors c'est tout un jeu justement où on essaie de maîtriser les proportions et les déplacements entre ces bosquets, parmi ces vallons. C'est un travail particulier. Mais ce dont on veut parler dans l'esprit de cette conférence, ces Américains, bien sûr, sont toujours très préoccupés par le programme. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le parc? Qu'est-ce que les gens vont faire? Pourquoi les gens vont dans le parc?
c'est un des grands problèmes contemporains d'ailleurs, pas seulement aux États-Unis, c'est vrai en Chine, c'est vrai presque partout, et ça commence à être le cas aussi ici. C'était le cas aux Pays-Bas, bien entendu. Et puis c'est vrai qu'on a toujours, enfin en tout cas moi, je ne suis pas intéressé tellement par la surdétermination des lieux. J'ai tendance à penser qu'un paysage peut être très intéressant par les situations qu'il crée, et que cette surdétermination d'un programme, moi, m'encombre, ne me concerne pas. J'essaye même de lutter contre. Mais quand on lutte contre, en général, on perd les concours, on n'intéresse pas. Mais cette tendance est très lourde. J'ai envie d'en parler 2 minutes avant qu'on montre comment on essaye de faire autrement. C'est-à-dire de répondre à l'attente sans sans vendre son âme, en tout cas la mienne. Vous voyez ça sur les plans, dans les revues, ça a été véhiculé très fortement par nos confrères hollandais, mais avec c'est une culture américaine. J'ai fait déjà un paquet de projets aux États-Unis. Quand on discute avec un client américain, même très cultivé, eh bien, on veut une destination. On a besoin de destination. Qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait là? Et alors moi j'insiste, non. Pour moi, dans un parc, c'est bon, quoi. C'est comme dans une ville. C'est le hasard. Je me promène, je visite, je vois. Et cette détermination-là ne me concerne pas. Mais on doit dire quelque chose. Et on doit aussi s'interroger, parce qu'on peut faire aussi des parcs terriblement ennuyeux. Alors, mais vous voyez bien ça, hein, les Hollandais ont beaucoup véhiculé ça. Ça continue, je veux dire, on continue à expliquer. Il y a un programme, des tas de flèches, des petites vignettes qui expliquent tout ce qu'on va pouvoir faire de passionnant dans ce parc. Et moi, ça me dégoûte, très franchement. Donc, on crée une situation ici. On crée un espace dans lequel la structure, la composition est liée au déplacement. Pas comme Bernard Tchoumi a pu le dire au Parc de la Villette, c'est plus empirique. Enfin, empirique dans le sens l'expérience de l'espace, le mouvement parmi ces îlots est intéressant. On a du plaisir à marcher dans ce parc. Cependant, on doit quand même dire ce qu'on y fait, on doit y installer des activités. Et c'est là où ça devient intéressant dans le dialogue, c'est-à-dire que ce n'est pas des petites flèches sur un plan, c'est comment un architecte peut s'intéresser aux situations paysagères qu'on a déterminées. On remonte modestement parce qu'on ne peut pas trop. Ouais, donc dans ce paysage d'archipel, cet archipel de bosquets, il faut installer différents lieux pour accueillir les différents programmes, différentes atmosphères. Et là, c'est un travail qui est... Parce que je vous ai montré le belvédère dans le jardin de Minneapolis, c'était vraiment une architecture. Ici, c'est un travail plus intermédiaire où là, j'ai essayé d'imaginer comment l'architecture va pouvoir s'inscrire dans ce paysage, mais sans que ce soit déjà vraiment un travail d'architecture, c'est intermédiaire. Donc c'est comment les différentes manières d'occuper les bosquets, comment jouer avec cet archipel pour toujours créer des lieux différents qui vont générer des architectures différentes en rapport avec le paysage. Donc une idée est d'utiliser le bosquet comme un plein et de créer un grand vide au milieu pour faire un espace extérieur qui serait qui serait un espace intérieur mais à l'extérieur dans un bosquet, et avec comme architecture ça pourrait de nouveau être une structure qui apporterait le minimum d'infrastructures pour avoir des activités en plein air. Alors sinon, dans un bosquet dédensifié, on ne voit pas très bien les petites cabanes, mais ce seraient des petites interventions ponctuelles, légères, à l'échelle, cette fois-ci à l'échelle de l'arbre, pour fabriquer comme une matière homogène entre les arbres et les petits bâtiments, et voilà, pour que les gens se mélangent dans cette matière. Ou alors se servir de l'espace que peut fabriquer les bosquets comme une clairière, et ensuite là installer un bâtiment qui serait plutôt rayonnant au centre de la clairière et qui profite de ce grand espace. Donc un élément
rayonnant qui profite de la vue et du grand espace vide. Donc c'est l'inverse du bosquet avec le vide créé au milieu. Ou bien alors ce serait de jouer avec la lisière, avec un bâtiment qui aurait là plutôt l'échelle d'un petit bosquet et donc d'avoir un mélange, vraiment une très, très grande, un mélange entre la végétation et le bâtiment, une plus grande proximité. Et ces différentes situations spatiales peuvent générer des architectures différentes et donc des programmes différents. Et donc c'est pas comme si on venait plaquer un programme dans un paysage, mais c'est plutôt le paysage qui fabrique les atmosphères et les lieux dans lesquels on pourrait développer différentes activités. Voilà, ce sont les deux dernières images justement où on est toujours en train de travailler sur cette histoire, c'est-à-dire comment installer des clairières, des vallées, des bosquets, les composer. Et la question clé, vous l'imaginez, c'est comment organiser des chemins dans cette histoire-là, et des chemins qui aient un sens. Alors, on ne les voit pas parce que les dessins ont évolué avant que la conférence ne soit finie, enfin, après la conférence. Et là aussi, on a beaucoup observé ces parcs bruxellois. Si vous faites passer des chemins dans la vallée, cette vallée est détruite. On voit que c'est un jardin, on voit que c'est petit, ça ne marche pas. Il y avait un savoir-faire au XIXe siècle qui est remarquable, où par exemple, les chemins sont toujours en lisière, d'un côté, franchissent franchement la vallée perpendiculairement, mais si vous mettez... Enfin, c'est là où il y a des bons parcs paysagers, des parcs tout à fait ordinaires et sans aucun intérêt. Un réseau de chemins qui viendrait avec indifférence s'installer parmi ces lisières, ces îles, ces vallées, détruirait tout ça. Donc c'est l'exercice qu'on vient de faire pendant quelques semaines, et on vous dira la suite plus tard. Mais toujours est-il que moi, ça m'intéresse énormément. Voilà, c'est comment composer un paysage de cette manière-là. Encore une fois, avec tout. C'est vide, c'est plein, c'est cheminement, la mise en situation d'un programme, le fait de déterminer des objets et des bâtiments par rapport à ce paysage-là, m'intéresse énormément. Voilà, donc on s'arrête là.